Avec CX Voices, Odigo vous propose un autre regard sur l'expérience client. Comment ? En proposant non pas une seule voix, mais différents points de vue provenant à la fois des consommateurs, des porte-paroles de marque et d'experts. CX Voices by Odigo, le podcast qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Bonjour et bienvenue sur CX Voices, le podcast d'Odigo qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Je suis Claire Morel et pour cette première saison, je vous propose de parler des émotions. Faites-vous partie des 42% de clients qui ont été déçus suite à une réclamation l'année dernière ? L'Observatoire des services clients réalisé par BVA nous apprend que seuls 19% des consommateurs ont été agréablement surpris et 17% se sont sentis sereins après avoir contacté un service client. Dans le cas de Mathieu, ce n'est pas de la déception qu'il a ressenti, mais carrément de l'agacement et de la colère lorsqu'il a voulu faire basculer son abonnement téléphonique. On écoute son témoignage. Donc, j'avais un contrat de téléphone mobile pour ma société. Et un jour, donc, la société s'est arrêtée. J'ai voulu le changer en mon nom propre. Et là, ça a été le drame. Ça a bloqué complet. J'ai appelé le service client une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et en fait, ça a duré pendant un bon 6 mois. En fait, je les ai eus à peu près toutes les semaines. On finissait un peu par se connaître. Et du coup, vous pouvez vous imaginer que répéter tous ces appels, ça m'a vraiment pas aidé à rester calme et collaboratif. Donc, j'étais vert, en fait. J'ai fini vraiment par être furieux à me dire que personne ne peut rien faire pour moi. Ce qui m'a vraiment agacé le plus et qui me faisait sortir de mes gonds, c'était les discours tout préparés. Tout le monde me disait qu'ils avaient vraiment compris ma demande, mais sur un ton tel que j'avais vraiment l'impression que c'était le dernier de leurs soucis. Et puis, dans cette expérience, en fait, finalement, les personnes qui m'ont apporté le plus d'écoute et qui ont réussi à faire en sorte qu'en raccrochant le téléphone, je sois à peu près satisfait, c'est celles qui m'exprimaient une sincère empathie et qui m'expliquaient qu'elles avaient compris mon problème et qu'elles comprenaient comment je réagissais. Malgré tout ça, j'ai jamais réussi à résoudre mon problème. Et j'ai quitté la société en leur faisant un courrier, leur expliquant que les quelques centaines d'euros que je leur devais, je considérais que c'était la réparation du temps passé au téléphone. Comment éviter à d'autres clients comme Mathieu de ne pas revivre une telle expérience ? Et comment permettre aux collaborateurs de ne pas se retrouver sans solution face à une telle demande ? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Jean-Jacques Gressier, fondateur et président de l'Académie du service, et de François Julia, directeur des opérations de la relation client à distance à la SNCF. Bonjour Jean-Jacques Gressier. Bonjour. Vous dirigez l'Académie du service, cabinet de conseil que vous avez fondé en 2004. Dans l'exemple de Mathieu, ces différents interlocuteurs n'ont pas été en capacité de résoudre sa demande, malgré pour certains un effort d'empathie et d'écoute. La dure réalité des process à laquelle sont souvent confrontés les collaborateurs est-elle une fatalité ? Alors, dans l'exemple qu'on vient d'écouter, on peut penser que la gestion des clients particuliers et des clients entreprises, même des PME, sont des services séparés. Et sans doute des CRM différents s'ils en possèdent. Ça, c'est le premier point. On voit aussi trop souvent encore que des CRM, des outils qui normalement devraient permettre d'être en relation client, en fait sont structurés au regard de l'organisation et non pas au regard de la personne unique que devrait être chaque client. Ça, c'est pour les processus qui ne doivent pas être une dure réalité. Derrière cet irritant client, il y a combien d'irritants collaborateurs ? Quel processus d'amélioration continue existe-t-il dans cette entreprise ? Quand un appel ne peut être satisfait en une seule fois, quel processus d'amélioration mettons en place ? Au-delà des processus, il y a la formation des personnels aux compétences comportementales. Ce sont des compétences qui s'apprennent. Tout le monde peut être en relation avec autrui. Pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Mais ce sont des compétences qu'il faut avoir l'ambition de faire acquérir à tous ses collaborateurs. On peut aussi s'interroger dans l'exemple sur le degré d'autonomie et d'initiative qui est donnée à chaque collaborateur de façon à ce qu'il puisse faire face à une situation qui, par nature, est toujours unique.
Puis on peut aussi, au travers de l'exemple qu'on a entendu, parce que Mathieu, il est, je trouve, bien sympa, mais on peut s'interroger aussi sur comment les personnes de ce service sont-elles managées. Que le management au service de la réussite de ses collaborateurs est-il en place dans cette entreprise? J'en doute. La capacité d'observation et de débriefing des managers qui leur permettrait à la fois d'aider leurs collaborateurs à dépasser ces relations difficiles, mais aussi à les entendre de façon à trouver une façon d'améliorer les processus pour les résoudre, ça n'a pas l'air d'être tellement à l'œuvre dans cet exemple. Dans le dernier baromètre de la symétrie des attentions, qui est réalisé par l'Académie du service, 69% des collaborateurs disent qu'ils font tout pour résoudre les problèmes des clients, mais seulement 38% de ces derniers sont d'accord. Comment on explique cet écart de perception ? Alors la première raison de cet écart, c'est que les résultats des enquêtes clients sont parfois pas partagés avec les collaborateurs, comme si c'était réservé à quelques décideurs. Donc les collaborateurs, ils font ce qu'on leur demande. Ils essayent aussi de bien le faire. Ils pensent donc, puisqu'ils font ce qu'on leur demande et qu'ils sont animés de bonnes intentions, qu'ils répondent parfaitement à la demande. Tant qu'ils n'ont pas généré de réclamation ou tant qu'ils ne sont pas confrontés à une situation conflictuelle, il est normal qu'ils aient la conviction de faire bien leur métier. Certaines entreprises, de ce point de vue, avec cet écart, vivent dans l'illusion de la satisfaction client et de leurs collaborateurs aussi. Et moi, je trouve ça très, très grave parce que ça veut dire qu'en fait, quelque part, on pourrait dire qu'on se raconte des sornettes. Et ça, c'est dangereux. Bonjour François Julia. Bonjour Claire. Vous êtes directeur des opérations de la relation client à distance de la SNCF. Au sein de ce service, ce sont 800 cheminots qui répondent au téléphone, par mail, sur les réseaux sociaux et en messaging aux voyageurs. Pourquoi est-ce si difficile de redonner le sourire à tous les clients malgré la bonne volonté des agents ? D'abord, je soulignerai qu'il n'y a pas de fatalité. C'est difficile, c'est vrai, mais ce n'est pas impossible, loin de là. Aujourd'hui, 79% des personnes qui ont pu joindre notre service client déclarent être satisfaits après avoir raccroché. Il n'y a pas que des sujets difficiles et ceux qui le sont trouvent la plupart du temps des solutions, heureusement pour nous tous. Mais pour vous répondre sur les contacts dits de réclamation, je garderai cette sémantique-là. Je dirais que la difficulté de redonner le sourire a potentiellement 3 raisons, ou en tout cas 3 raisons à retenir ce matin. D'abord parce qu'en amont, il y a une appréhension naturelle au fait de devoir solliciter une aide, quel que soit le sujet, que vous considériez cela comme naturel ou comme un dû, comme une corvée, vous appréhendez parce que cette sollicitation comporte beaucoup d'incertitudes en fait. Et c'est de l'effort en perspective. Et c'est cet effort-là en fait qui génère aussi une tension de départ qu'il faut savoir cerner. Ensuite, justement parce que en tant que client réclamant, vous considérez que vous perdez du temps. Et cette notion du temps est vraiment très importante. Vous auriez tellement mieux à faire en fait. Et pour peu que vous ayez à attendre ou vous ayez eu à attendre d'avoir un agent, pour peu qu'il vous ait demandé d'attendre pendant le traitement de votre demande, ce temps perdu est toujours difficile à rattraper et l'une des clés de la satisfaction, quel que soit le canal de contact d'ailleurs, que ce soit la voix ou l'écrit. Et enfin, parce que ces contacts sont des négociations. En fait, la demande du client est toujours très simple à ses yeux et le dû est toujours évident. Mais en fait, derrière, il est toujours soumis à des contraintes pour l'agent, pour le téléconseiller, les conditions de vente, les conditions d'après-vente, le respect des délais, les possibilités ouvertes ou pas sur les outils à disposition, les marges de manœuvre autorisées. Tous ces points-là font qu'il y a une négociation. Le téléconseiller négocie avec ce qu'il a, avec ce qu'il doit utiliser, ce qu'il doit suivre et ce qu'il peut prescrire en fait. Voilà. Donc c'est là où, dans ce mix-là, c'est vrai qu'il y a un enjeu et une difficulté parfois énorme. Alors François, est-ce que vous avez trouvé que les clients justement étaient plutôt indulgents ou plutôt exigeants depuis 1 an ? C'est une question qui n'est pas évidente du fait des successions de séquences très différentes dans le dialogue. En fait. Le premier confinement était une découverte totale. Celui en cours ne l'est plus sans pour autant ressembler au premier. Il y a tellement, et en plus, il y a tellement de lassitude de la part de nos clients en ce moment que leur sollicitation ne ressemble pas à celle d'il y a 1 an. Par contre, si on reste sur le registre de l'émotion, je dirais que ce qui semble s'être ancré dans l'esprit de nos clients, c'est l'engagement de la SNCF, son énergie à s'adapter, à chercher des solutions et à toujours en informer le client. Je pense que le registre de l'information est clé. Ce contact, le maintien de ce contact, le fait de dialoguer, a généré une émotion, je pense, qui s'est ancrée de façon positive. C'est en tout cas ce que nous disent les baromètres de satisfaction et les scores de NPS qu'on peut récolter depuis 1 an.
Vous souhaitez que vos agents acquièrent ce que vous appelez une autorité bienveillante. Qu'est-ce que ça signifie et quelles sont les conditions à réunir ? Au-delà de la performance, effectivement, le plus important à créer lors du contact, c'est la compréhension de considérations ressenties par le client. Et peut tout comprendre à partir du moment où il sent de la part du téléconseiller, qu'il est au bout de la ligne ou dans son échange écrit, que la volonté de l'agent, c'est de lui apporter une solution, en fait, et donc de lui apporter satisfaction. Par autorité bienveillante, on entend deux choses. Il y a deux mots, en fait. Il y a d'une part l'autorité. Là, le point important, c'est pour l'agent de montrer qu'il a la compétence, que le client a eu raison de le solliciter, qu'il a une ligne de conduite, qu'il sait ce qu'il veut lui dire, et qu'il va lui désigner une démarche à suivre, si ce n'est une résolution. Et par bienveillance, en fait, ce qui est bienveillant, c'est l'accueil, c'est l'écoute, c'est le fait de recevoir. Et donc, c'est ce mix des deux. On va le retrouver, en fait, dans la tonalité qui aura lieu lors de l'échange. En gros, l'agent est le patron de l'appel, mais toujours au service du client. Jean-Jacques, les collaborateurs peuvent-ils bien s'occuper des clients et créer de l'émotion positive si en interne, on ne s'occupe pas bien d'eux ? Et pourquoi ? Claire, vous connaissez sans doute notre concept de la symétrie des attentions, qui dit que la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est symétrique de la qualité des relations à l'intérieur de l'entreprise. Donc ce concept, en fait, il fait un pont entre une expérience client, qui généralement on souhaite améliorer, mais il fait un pont avec l'expérience collaborateur. Quand on parle d'expérience, en fait, on sait qu'on analyse et qu'on ne parle que de gestion de mémoire émotionnelle. Donc, si on veut améliorer l'expérience client, il faut améliorer l'expérience collaborateur. On n'a pas le choix. Mais cette symétrie des attentions que tout le monde, qui est prouvée par des tas d'études et que tout le monde intellectuellement accepte aujourd'hui, elle comporte une dimension verticale. Après le pont entre marketing et management, cette dimension verticale, c'est qu'elle pose le principe de l'exemplarité. C'est-à-dire que je ne peux pas reproduire un comportement que je ne reçois pas. Donc la symétrie d'attention, elle nous propose à tous de nous interroger sur nos relations à autrui. Et elle invite les managers en fait aussi à se dire, mais dans le fond, mon rôle aujourd'hui n'est-il pas d'être au service de la réussite de mes collaborateurs ? Si dans mon équipe aujourd'hui, chacun de mes collaborateurs, je les ai aidés à accomplir leur relation client avec aisance et être fier de ce qu'ils ont pu entreprendre et réussir, de toute façon, mon entreprise aura des bons succès. Donc, en fait, l'idée, c'est bien de mettre les managers au service de leurs collaborateurs. Du côté des collaborateurs, comment vous faites pour prendre le pouls, justement, savoir si ils gardent le moral, s'ils sont toujours mobilisés, parce que c'est quand même une période aussi compliquée de leur côté. Ah oui, complètement. En fait, que ce soit à distance ou que ce soit sur site, d'ailleurs, la question de la mesure de la satisfaction des téléconseillers se pose toujours. Chez SNCF Voyage, nous la suivons par une enquête annuelle accompagnée de prises de température mensuelles, des enquêtes dites Pulse, en fait. Sur un registre, ce Pulse, c'est plus spontané, on va dire. Les deux sont sur la base du volontariat et de l'anonymat, bien évidemment. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qui est dit. Le Pulse, on va dire, est plutôt sur le registre de l'humeur, si je simplifie, quand l'enquête annuelle nous permet surtout de mesurer la confiance des collaborateurs. Et la raison d'être, c'est de mesurer comment se développe cette confiance dans la relation au travail, dans les liens avec les collègues, avec les managers, ce que vous évoquiez. Le tout dans une démarche de qualité au travail. C'est ce qui nous permet, après, par le partage des résultats, de dresser on va dire des plans d'action à plus ou moins long terme pour conforter, optimiser les résultats. Après, ce que j'en retiens aussi, c'est que c'est vraiment une formidable occasion de dialoguer collectivement, d'échanger par rapport à ce qui a pu être vécu. Jean-Jacques, un dernier mot, un conseil aux entreprises qui veulent des équipes engagées et mobilisées pour faire vivre la meilleure expérience client qui soit. Pour être synthétique, je donnerai 5 conseils. Le premier, c'est faire le pari de l'intelligence de vos collaborateurs. Le deuxième, c'est si vous leur faites confiance, ils développeront une relation de confiance avec vos clients. Troisième, c'est écouter les irritants qu'ils vivent. Et donc, en quatrième point, c'est rendez des comptes sur ce que vous faites pour leur faciliter la vie. Ne mettez pas les problèmes sous le tapis. Vos collaborateurs peuvent comprendre qu'il vous faut 3 mois pour résoudre un irritant complexe. Mais ne dites pas que vous ne le connaissez pas. Montrez que vous faites effort pour leur faciliter la vie. Et puis enfin, soyez au service de la réussite de vos collaborateurs. N'oubliez pas à notre label Équipe heureuse, client heureux. Merci à tous les deux. Ce que je retiens de cet épisode, pour rendre les clients heureux, prendre soin des collaborateurs est la priorité.
Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi leur donner les moyens de rendre service aux clients dans les meilleures conditions, avec les bons outils et les bonnes informations. Et même s'ils n'ont pas toujours la solution, ça arrive, l'empathie et la bienveillance sont la meilleure des réponses. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un prochain épisode de CX Voices by Odigo pour continuer à parler d'émotions et d'expérience client. Customer Experience Voices.